Est-ce que ça vous arrive de vous réveiller le matin avec en tête des grandes questions philosophiques du genre « D'où vient l'eau qui me sert à prendre ma douche ?» Je ne parle pas des canalisations, mais vraiment de l'eau. Pourquoi l'eau? Sur Terre, dans notre galaxie, voire dans l'univers. L'eau ne tombe pas du ciel, me direz-vous. Mais est-ce qu'on en est si sûr? Rassurez-vous, si ça vous arrive de vous poser toutes ces questions, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous recevons Yves Marocchi qui va répondre à toutes nos interrogations sur l'eau qui nous entoure. Nous sommes le mercredi 26 janvier 2022, vous écoutez l'épisode 465 de Podcast Science, bienvenue. Et ce soir, une grande table virtuelle, nous avons Cléora avec nous depuis Perduville. Salut à tous. Alexa depuis l'autre côté de l'Atlantique à Los Angeles. Salut tout le monde. Bon, Pascal, toujours fidèle à la technique depuis l'Alsace. Salut tout le monde. C'est moi, Eléa, qui mènerai l'interview aujourd'hui, et on a le plaisir d'accueillir Yves Marocchi depuis Nancy. Bonsoir tout le monde. Eh bien, bonjour Yves, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Alors, en général, pour débuter, j'aime bien raconter comment j'ai rencontré les invités, parce que c'est souvent le fruit d'un heureux hasard. Et en l'occurrence, là pour nous, ça se passe en 2021, l'été dernier. L'association que j'ai rejoint en tant que bénévole communication, ça avait lancé un grand projet de festival scientifique itinérant dans la région Grand Est, qui s'appelait l'Estival des Sciences. Et mes collègues et camarades, Anne Vicente et Elise Elfer, ont donc contacté des chercheurs dans tous les départements du Grand Est pour intervenir sur cette tournée. Et Yves, tu as été l'un des volontaires sur un événement intitulé « Des météorites aux océans ». Et cette soirée a été une révélation pour moi, tant pour moi que pour l'Assemblée, je pense, dans la petite ville de Darney. Et comme tu y as survécu et que la soirée était vraiment chouette, je voulais absolument que tu viennes nous raconter tout ça. Les auditeurs le savent, moi je parle plus souvent de plantes et de biologie moléculaire dans cet épisode. Ce soir on parle de géologie et d'espace, incroyable, tout ça pour vous dire que parfois les rencontres sont heureuses et nous sortent un peu de notre zone de confort. Du coup, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux rapidement nous expliquer qui tu es et rapidement ton parcours? Bah oui, donc je m'appelle Yves Marocchi, je suis chercheur au CNRS. Je travaille dans un laboratoire qui s'appelle le CRPG, ça veut dire Centre de recherche pétrographique et géochimique. Et je suis géologue de formation, mais j'ai assez vite dérivé vers ce qu'on appelle la géochimie et ensuite vers la cosmochimie, qui est la science qui étudie en fait les météorites pour essayer de comprendre les conditions et la chronologie de formation du système solaire. Ok, donc actuellement tu es directeur de recherche dans ce fameux centre, le CRPG à Nancy, et a priori, naïve que je suis, je me serais attendue à ce que vous travailliez dans ce centre exclusivement sur la géologie terrestre et pas forcément à entendre parler de météorites. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quels sont les grands thèmes abordés dans l'Institut et comment est-ce que tu t'es retrouvé à étudier les astéroïdes et les météorites? Ouais, donc le CRPG, il a été fondé en 1953 et effectivement, historiquement, il s'attachait à étudier des roches terrestres. Et puis, avec le développement des nouvelles machines qu'on a pour faire des mesures, en fait, les chercheurs ont commencé à aussi s'intéresser aux météorites dans les années 80. Donc, il y a un ou deux chercheurs du centre qui ont commencé à travailler. Et puis, en fait, la greffe a bien prise au CRPG. Il y a eu plusieurs chercheurs qui ont été recrutés pour étudier les météorites. Et je dirais que depuis le milieu des années 90, c'est vraiment un centre qui est réputé pour ses études sur les objets extraterrestres. Ça vient en partie du fait qu'on a un parc analytique, c'est-à-dire des machines dont certaines sont uniques au monde et qui nous permettent de faire des études axées sur différents cailloux, mais notamment sur ces roches extraterrestres. Alors après, au CRPG, on n'étudie pas du tout que les météorites, on étudie tous les aspects de la géologie, on va dire depuis la formation du système solaire jusqu'à la géologie actuelle. Le centre, il est structuré en 4 thèmes de recherche, donc des chercheurs qui travaillent sur la formation du système solaire, d'autres qui travaillent sur des thématiques liées au magma, aux volcans et aux circulations de lave dans le manteau terrestre. Il y a un autre thème qui s'attache plutôt à comprendre tous les aspects de tectonique, c'est-à-dire de mise en place des chaînes de montagnes, de comment ensuite ces chaînes de montagnes elles vont être érodées,
et comment la mise en place de ces chaînes de montagnes et leur érosion va impacter le climat et ce genre et toute la géodynamique terrestre. Et puis enfin, il y a un dernier thème où les chercheurs du CRPG ils travaillent plus sur ce qu'on appelle les cycles, c'est-à-dire en gros l'évolution du climat, l'évolution de par exemple des pressions partielles de CO2 au cours du temps, donc des aspects plus liés à une évolution atmosphérique que vraiment à une évolution de roches. Mais l'idée, c'est toujours d'utiliser les roches comme traceurs des processus qu'on peut enregistrer au cours de l'évolution de la Terre. D'accord. Et du coup, toutes ces notions de géologie, d'études des cailloux, alors je dis cailloux, il faut pas dire cailloux, mais on peut dire cailloux, d'accord. Est-ce que l'application de la géologie à des corps célestes, hein, des planètes, des météorites, etc., c'est une discipline récente ou pas? Ça date de quand vraiment ça? Bah, c'est pas si récent que ça en fait, parce que des témoignages de chutes de pierres du ciel, il y en a depuis très longtemps. Après, en gros, la question était de savoir à quoi correspondaient ces roches. Et historiquement et pendant longtemps, il a été proposé que c'était ce qu'on appelait un peu des pierres de foudre, que c'était lié à des processus atmosphériques, notamment liés à la foudre, qui produisait ce genre de roches. Et puis il a fallu attendre 1803 et une chute historique en France dans une petite ville du nord de la France qui s'appelle l'Aigle, où il y a une grosse météorite qui est rentrée dans l'atmosphère, qui s'est fragmentée et il a un peu plu de la roche à ce moment-là sur la petite ville de l'Aigle. Et en fait, ça a été observé par beaucoup de gens et le Muséum d'histoire naturelle à Paris a dépêché plusieurs chercheurs pour étudier ce phénomène. Et ils en sont arrivés à la conclusion, le chercheur en chef c'était Jean-Baptiste Biot, ils en sont arrivés à la conclusion que ces roches devaient venir de l'espace. Donc c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on a acté le fait que ces épisodes un peu étranges qui étaient observés régulièrement provenaient de roches qui venaient de l'espace et qui rentraient dans l'atmosphère terrestre avant de tomber sur Terre. Donc finalement, on connaît ça depuis très longtemps. Et à partir du moment où ça a été reconnu comme des roches extraterrestres, il y a toute une science qui s'est développée autour. Alors un petit peu, on va dire, de manière confidentielle au début, mais c'est monté en puissance. Et surtout, en fait, depuis 1803, le Muséum d'histoire naturelle à Paris a développé une collection de météorites, parce que c'est la vocation des muséums d'histoire naturelle. Donc il y a une très belle collection au muséum à Paris, qui depuis 1803 collecte, échange, achète des météorites et qui aujourd'hui les met à disposition des chercheurs pour faire des études et qui fait régulièrement aussi des expositions pour le montrer au grand public. Ok. Et donc, ouais, cette collection, elle est accessible régulièrement ou c'est ouvert exceptionnellement à l'occasion de, je sais pas, journée du patrimoine ou... Alors à Paris, c'est possible de visiter au Muséum d'histoire naturelle la galerie de minéralogie où vous allez voir une partie de la collection. Donc il y a certaines météorites qui sont exposées. Après, elles sont stockées dans des conditions un peu particulières pour éviter que il y ait une contamination par l'eau de l'atmosphère. Donc c'est stocké dans des salles anhydres et dans des conditions un peu particulières. Donc c'est pas forcément facile d'accès. Mais les chercheurs y ont accès en faisant des demandes. Moi, si je veux travailler sur un bout de météorite spécifique, j'écris un projet qui est évalué par mes collègues du Muséum d'histoire naturelle. S'ils trouvent que l'idée est intéressante, on me donne un bout de météorite. Alors des fois, je demande 1 gramme, on me dit vous êtes un peu gourmand, cher ami, on va vous en donner 0,2 grammes. Mais on arrive comme ça à récupérer en fait une partie, enfin les objets sur lesquels on peut faire des recherches. Ok. Et donc cette discipline, appliquer la géologie au corps céleste, comme on dit, moi je me posais la question, est-ce que il y a des phénomènes géologiques sur d'autres planètes? Est-ce qu'on trouve aussi des tectoniques des plaques? Est-ce qu'il y a des gens qui étudient aussi cet aspect-là? Alors, sur la dynamique planétaire, elle peut être étudiée par plusieurs moyens. Un moyen, c'est d'étudier des météorites qui viennent d'autres planètes. Par exemple, sur Terre, on a des échantillons de Mars. On a ce qu'on appelle des météorites martiennes. On a des météorites lunaires. Aujourd'hui, on ne connaît pas de météorites provenant de Mercure, mais en tout cas, on peut étudier la dynamique des autres planètes via les météorites qui tombent sur Terre et qui proviennent de ces planètes.
Le problème de ce genre de météorites, c'est qu'elles sont un peu déconnectées du contexte géologique de ces planètes. On ne sait pas exactement d'où elles viennent à la surface de ces planètes. On ne sait pas combien de temps elles ont passé dans l'espace exactement. Et donc, c'est couplé avec plutôt de la télédétection, c'est-à-dire des gens qui observent les surfaces planétaires. Bon, en Mars, c'est très connu parce qu'il y a beaucoup de sondes, d'orbiteurs qui sont en train de tourner autour de Mars et qui cartographient la surface martienne. Mais il y a aussi ça a été fait beaucoup sur la Lune. Il y a une mission européenne qui est en route vers Mercure aussi. Donc on peut étudier la dynamique des autres planètes en mélangeant de la télédétection avec des études de météorites qui proviennent de ces corps planétaires. Ok. Et donc, toi, en tant que chercheur individuel, comment t'as décidé de t'orienter un peu vers ce domaine-là? T'as toujours été passionné par l'espace ou c'est venu comme ça un peu Ouais, non, depuis tout petit, j'étais assez passionné par ça. En fait, je regardais un peu des bouquins sur l'espace. Étant tout petit, j'avais un peu embêté ma mère pour qu'elle m'achète des encyclopédies sur l'espace. Quand j'avais, je sais pas, 7-8 ans, je comprenais pas grand-chose, mais je regardais les images et je sentais bien que ça m'intéressait pas mal, ça. Et puis, en fait, je suis parti vers la géologie parce que c'était une science qui m'intéressait. Et puis, j'ai vite compris qu'en faisant de la géologie, on pouvait faire de la géochimie, c'est-à-dire utiliser des outils physico-chimiques pour étudier les roches. Et puis, en fait, ensuite, j'ai compris et rencontré des personnes qui m'ont montré qu'on pouvait appliquer ces outils aussi sur des météorites. Donc là, j'ai décidé d'essayer de m'orienter par là. Et j'ai eu la chance d'être pris en thèse sur les météorites, donc c'était un peu le début de l'aventure. Disons que c'était vraiment un intérêt depuis petit et sans en faire une obsession, j'ai toujours un peu essayé de me diriger vers cette science un peu extraterrestre. Ok. Et comment ça se passe dans un institut comme le vôtre où du coup vous faites des choses sur la planète Terre, vous faites des choses de l'espace? Est-ce que vous collaborez aussi avec des agences spatiales sur ces questions de géologie? Ça se passe comment? Ouais, alors on est impliqué dans la caractérisation des échantillons qui sont ramenés par les missions spatiales. C'est-à-dire que moi, au quotidien, je travaille pas avec des missions spatiales pour faire du design de missions spatiales ou pour faire des calculs pour envoyer des sondes. C'est pas mon travail. Par contre, si une mission spatiale ramène des échantillons sur Terre, on va être potentiellement à être impliqué pour pouvoir les mesurer et les caractériser. Et en fait, aussi étonnant que ça puisse paraître, le CRPG est le seul laboratoire au monde à avoir analysé tous les échantillons ramenés par des missions spatiales aujourd'hui. Euh, c'est lié au fait que, comme je disais au début du podcast, en fait, on a un parc analytique, c'est-à-dire des machines qui permettent de faire des mesures qui sont uniques au monde. Et même si c'est une mission spatiale 100% NASA, on a toujours été capable de prouver, de montrer à la NASA qu'on pouvait leur faire des mesures qu'ils pourraient pas faire ailleurs. Et on a toujours récupéré ces échantillons. Et ça va continuer parce que l'année dernière, il y a les Japonais qui ont ramener des échantillons d'un astéroïde avec la mission spatiale Hayabusa 2 et on va mesurer les échantillons a priori le mois prochain et on est impliqué aussi dans la caractérisation des échantillons qui sont en train de revenir sur Terre de la mission spatiale américaine Osiris-Rex qui a aussi échantillonné un autre astéroïde. Donc on bosse avec les agences spatiales pour caractériser les échantillons qui sont ramenés sur Terre par ces différentes missions spatiales. Et est-ce que tu peux nous dire un peu combien d'échantillons ça représente, je sais pas, par an, en moyenne? Ou Ah, c'est par an, c'est vraiment c'est très pas beaucoup dépendant? parce que des missions spatiales, il y en a qui ramènent des échantillons, il y en a pas tous les ans. En fait, il y en a pas tant que ça. Il y a des échantillons lunaires, donc on a beaucoup des collègues. Moi, pas moi directement, mais j'ai des collègues qui ont bossé sur des échantillons des missions Apollo qui ont été ramenées par les Américains, mais aussi des missions russes sur la Lune qui ont ramené aussi des échantillons. On a bossé sur des échantillons qui avaient échantillonné du gaz solaire. Donc je dirais que c'est une fois tous les quelques années qu'on a accès à des échantillons de missions spatiales. Là en ce moment, on est dans une période assez faste parce qu'il y a 2 missions d'astéroïdes qui vont revenir à l'intervalle de 2-3 ans. Donc c'est sûr que ça va pas mal nous occuper. Après, des fois, il y a un creux pendant, je sais pas, 10 ans où il n'y a pas de retour de mission d'échantillons, d'échantillons de mission spatiale.
Du coup, on va passer dans le vif du sujet et je pense que c'est le bon moment pour poser la question. Alors moi, je pose des questions vraiment naïves, hein, parce que l'espace, c'est très 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 loin de mon domaine de compétences. Mais pour les novices en astronomie comme moi, est-ce que tu peux nous rappeler la différence entre les comètes, les astéroïdes, les météorites? Parce que on va en parler beaucoup et donc c'est bien de faire le tri. Ok. Alors les astéroïdes et les comètes, c'est des corps qui sont en orbite autour du Soleil. La différence entre un astéroïde et une comète, c'est en gros le rapport poussière sur glace. On va dire qu'un astéroïde c'est principalement de la roche, alors qu'une comète c'est un mélange entre de la roche et de la glace. Donc c'est globalement la différence entre un astéroïde et une comète. Mais dans les deux cas, ce sont des corps qui sont en orbite autour du Soleil. Et puis les astéroïdes, ils sont situés principalement dans la ceinture d'astéroïdes qui est située entre Mars et Jupiter. Et pour des raisons de dynamique du système solaire, de temps en temps, il y a des collisions entre des astéroïdes et ça va créer des fragments de roches qui sont arrachés à ces astéroïdes. Et ça va traverser le système solaire. Et quand ça traverse le système solaire, on appelle ça un météore. Et il y a une probabilité faible, mais pas nulle, que cet objet qui traverse le système solaire arrive sur Terre et donc va traverser l'atmosphère terrestre et va arriver sur Terre. Et quand il arrive sur Terre, on appelle ça une météorite. Et en gros, une météorite, c'est un fragment d'astéroïde qui a traversé le système solaire pour venir sur Terre. Ok, donc toute météorite était un météore et vient probablement d'un astéroïde à un moment. Ouais. Après, on n'a pas d'échantillon de comètes. Il y a quelques indices, notamment en Sibérie en 1910, qui a pu avoir des impacts de comètes à la surface de la Terre. Mais comme une comète, c'est principalement de la glace, quand ça va rentrer dans l'atmosphère, ça va être complètement volatilisé. On va pas retrouver d'échantillons solides à la surface de la Terre. Donc, il faut un objet qui soit suffisamment gros pour rentrer au moment où ça rentre dans l'atmosphère, pour résister au chauffage dans l'atmosphère et arriver à la surface de la Terre. Alexa, t'as une question. Oui, c'est par rapport au fait que les astéroïdes viennent de la ceinture d'astéroïdes. Est-ce qu'on trouve parfois du coup peut-être des météorites qui viendraient de plus loin que ça, ou est-ce que ça n'arrive jamais? Si, ça arrive. En fait, alors, la plupart des astéroïdes, ils sont situés entre Mars et Jupiter, mais il y a des astéroïdes aussi qu'on appelle les Troyens, qui sont le long de l'orbite de Jupiter et le long de l'orbite de Saturne. Donc, il est probable qu'il y ait une partie des météorites qui proviennent de là. Et il y a aussi certaines météorites dont on soupçonne qu'elles proviendraient des zones très externes du système solaire, c'est-à-dire au-delà de l'orbite de Saturne. Un exemple qui est assez rigolo, c'est la météorite d'Orgueil qui est tombée à côté de Toulouse au 19e siècle. Donc elle s'appelle Orgueil parce qu'elle est tombée dans un village qui s'appelle Orgueil. On donne le nom aux météorites de l'endroit où elles sont tombées. Et en fait, à l'époque, les gens étaient beaucoup dehors parce qu'ils travaillaient dans les champs. Donc cette chute, elle a été décrite par beaucoup de gens qui disaient: j'étais situé à tel endroit, je regardais vers le sud et la météorite, je l'ai vue dans la constellation ou avec telle orientation. Et en fait, j'ai un collègue du Muséum d'histoire naturelle à Paris, Mathieu Gounel, qui a récupéré en fait tous les témoignages qui décrivaient la chute de cette météorite et qui a fait des calculs de balistique pour essayer de remonter à la trajectoire de cette météorite. Il a calculé qu'en fait, elle venait d'au-delà de l'orbite de Jupiter aujourd'hui, donc vraiment dans les zones externes du système solaire. Donc la plupart proviennent de Mars, d'entre Mars et Jupiter, mais il y a une petite partie qui proviennent de zones plus externes du système solaire. C'est quasiment de l'astrohistoire, c'est super intéressant. Ouais. Mais je pense qu'il y a un lien vraiment entre l'astrophysique et l'histoire. Et alors il y a un autre aussi projet qui a été développé il y a quelques années qui s'appelle Fripon et qui consiste à mettre une caméra par département qui filme le ciel. Donc ça filme le ciel à 360 degrés. En fait, ça filme pas exactement le ciel, ça prend une photo toutes les 30 secondes et ça compare les deux photos. Et si il y a pas de différence entre les deux photos, en fait, ça efface la photo qui a été prise 30 secondes avant. Et par contre, s'il y a une météorite qui traverse le ciel, on va voir la trajectoire et donc ça va prendre en photo les trajectoires des météorites. Et donc ces trajectoires, elles sont prises en photo par des caméras qui sont situées dans différents départements. Et une fois de plus, on peut faire des calculs de balistique. Et l'idée, c'est pas tellement de retrouver les météorites qui tombent sur Terre, mais c'est de calculer leur trajectoire pour savoir d'où elles proviennent dans le système solaire. Et là, une fois de plus, on tombe sur, en majorité, entre Mars et Jupiter, mais pas que. Il y en a qui proviennent de plus loin.
Ok, encore peut-être une question idiote, mais du coup cette terminologie là, est-ce qu'il y a eu des débats là-dessus, un peu comme qu'est-ce qui est une planète et qu'est-ce qui ne l'est pas, ou est-ce que c'est plutôt fixé et ça va rester comme ça? Non, il n'y a pas tellement de débat sur la notion de météorite, astéroïde, comète. Comète, c'est un peu plus débattu parce que en fait, on connaît pas bien ces objets. C'est loin, c'est compliqué à observer. Il y a qu'une seule mission spatiale. Enfin, il y a pas qu'une seule, mais qui a étudié les comètes, mais il y a qu'une seule mission spatiale où il y a eu un orbiteur autour d'une comète. Et donc, en fait, ces objets qui sont relativement mal compris. Où on pensait que c'était plutôt 90% de glace et 10% de roche, il s'avère que finalement c'est sans doute moins riche en glace que ce qu'on pensait. Donc je dirais que s'il y a débat, c'est plus sur notre méconnaissance de la nature intrinsèque d'une comète. Mais sur la terminologie, il n'y a pas tellement de débat. Ok. Alors, ce soir, du coup, on parle beaucoup d'eau. Est-ce qu'on peut repartir des bases parce que ça fait toujours du bien, hein. Qu'est-ce que c'est que l'eau? Comment elle se forme? À partir de quels atomes? Et du coup, ben, c'est la grande question du soir. Comment est-ce qu'on s'est retrouvé à en avoir autant sur la planète Terre qu'on a justement renommé planète bleue tellement on en a? Alors l'eau, c'est H2O, donc c'est deux atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène. C'est une molécule relativement simple. Et qu'on observe un peu partout dans l'univers, hein, qui est assez ubiquiste dans les différents environnements astrophysiques, c'est-à-dire que si vous observez des nuages moléculaires géants, vous allez voir la présence d'eau. Si vous observez à peu près tous les environnements du système solaire, vous avez de l'eau qui a été ou qui est présent aujourd'hui. Donc c'est une molécule assez ubiquiste en fait dans l'univers qui se forme par réaction entre les atomes d'hydrogène et les atomes d'oxygène. Ça peut se former dans le milieu interstellaire par des réactions chimiques entre hydrogène et oxygène qui sont sans doute catalysées par des poussières. Ça peut se former lors de l'évolution du système solaire. Donc c'est une molécule assez simple et assez ubiquiste partout dans l'univers. Alors sur Terre, en fait, c'est assez rigolo parce qu'on parle de planète bleue, on dit que c'est une planète très riche en eau, mais finalement c'est une planète qui est pas tellement riche en eau sur Terre parce que l'eau des océans, elle représente moins d'1% de la masse totale de la Terre. Donc, finalement, la Terre est pas tellement riche en eau. Et il y a des planètes dans le système solaire qui sont beaucoup plus riches en eau que la Terre, notamment Uranus et Neptune, qu'on appelle les géantes de glace, qui ont finalement plus d'eau que la Terre. Donc c'est un peu, je dirais, un abus de langage de dire que la Terre est riche en eau. C'est parce que cette eau est concentrée à sa surface et qu'on voit ces océans et qu'à nous ça nous paraît un peu infiniment grand, qu'on a l'impression que c'est très riche en eau. Mais finalement, la planète Terre est pas tellement riche en eau. Ok. Et donc, bah, cette eau qui n'est pas si abondante que ça en comparaison d'autres planètes, bah, d'où elle vient en fait? Comment ça se fait qu'on ait de l'eau à la surface de la Terre? Eh ben, c'est une vraie question et c'est un vrai débat scientifique. Alors, pour essayer de comprendre ça, on va revenir un peu en arrière. La théorie la plus acceptée jusqu'à présent, c'était de dire que la Terre s'était formée dans une zone du système solaire qui était relativement chaude et qui était en tout cas trop chaude pour qu'on ait de l'eau liquide à la surface de la Terre au moment de sa formation. En gros, vous formez la Terre dans une zone du disque où la température est suffisamment élevée pour que l'eau soit vaporisée, donc vous n'avez pas d'eau liquide à la surface de la Terre. Et donc l'idée qu'il y avait derrière tout ça, c'était de dire, ok, on forme une Terre sèche, qui est constituée de roches, mais qui n'a pas d'eau, et ensuite cette eau terrestre, elle provient de corps riches en eau qui amènent l'eau sur Terre, et ces corps riches en eau, bah, eux, ils se seraient formés dans les zones externes du disque, du système solaire, là où il faisait plus froid et où on a pu avoir de l'eau liquide ou de l'eau sous forme de glace qui était présente. Donc la théorie qui était la plus acceptée jusqu'à présent, c'était la formation d'une terre sèche et ensuite un peu l'insémination de la Terre par des corps qui proviennent des zones externes du système solaire qui amenaient l'eau sur Terre. Donc c'était une origine, on va dire, externe de l'eau. Ok. Donc externe de l'eau par des corps externes, donc
des météorites, des objets? Ouais, des astéroïdes riches en eau ou des comètes, mais on était capable de dire en mesurant certains isotopes que les comètes n'avaient pas contribué de manière importante à l'origine de l'eau terrestre. C'était principalement des astéroïdes riches en eau qui avaient amené l'eau sur Terre. Donc ça, c'était un peu la situation jusqu'à l'année dernière. Et puis l'année dernière, avec ma collègue Laurette Piani du CRPG, on a publié une étude dans Science qui a fait un peu un gros buzz parce qu'on a montré que en fait dans les roches, dans les météorites qu'on appelle des chondrites en statite, ces chondrites en statite, elles ressemblent vraiment à la Terre. Donc on pense que la Terre, elle s'est formée à partir de chondrites en statite. Et donc en fait, il avait été toujours supposé que ces chondrites en statite étaient sèches, puisqu'elles se formaient dans des zones du système solaire qui étaient beaucoup trop chaudes pour avoir de l'eau liquide. Et en fait, c'était un peu une légende urbaine, c'est-à-dire que ça avait été imaginé, ça avait été écrit dans certains articles, ça avait été repris, et puis avec Laurette, on s'est aperçu que finalement, ça avait jamais tellement été vérifié, en fait, cette absence d'eau dans les chondrites en statite. Donc on a développé toute une étude qui couple plusieurs machines qu'on a au CRPG pour essayer de vérifier si ces chondrites en statite étaient si sèches que ça. Et à notre grande surprise, en fait, on a découvert que, en fait, elles étaient pas si sèches que ça, mais que il y avait suffisamment d'hydrogène dans ces chondrites en statite pour former une grande quantité d'eau lors de l'évolution de la Terre au moment de sa formation. Et par des calculs, on a montré que, en fait, dans les chondrites en statite, il y avait l'équivalent de 3 océans terrestres, et que, en fait, on n'avait pas du tout besoin de faire appel à des astéroïdes riches en eau provenant du système solaire externe, qu'on pouvait très bien former la Terre et ses océans à partir des chondrites en statite. Et donc là, c'est une origine locale de l'eau, c'est-à-dire que l'eau ne provenait pas des zones externes du système solaire, mais provenait des zones internes, là où s'était formée la Terre. Alors, est-ce que tu peux du coup nous expliquer un peu plus ce que c'est que ces fameuses chondrites là? C'est quelque chose qui existe déjà lors de la formation de la Terre, c'est ça? Alors les chondrites, c'est des fragments d'astéroïdes ces astéroïdes ont pas été modifiés depuis leur formation. Donc en gros, les chondrites, c'est un résultat de l'agglomération de poussières qui se sont formées dans le système solaire. Et la Terre, elle s'est formée par l'agglomération de chondrites dont on n'a peut-être plus la trace aujourd'hui, mais les chondrites en statite sont celles qui ressemblent le plus aux chondrites qui ont formé la Terre. Donc ça, sur le fait d'agglomérer des chondrites pour former la Terre, c'est quelque chose qui est plus débattu, ça s'est passé comme ça la formation de la Terre. La Terre, elle s'est formée par agglomération d'objets qui se sont formés dans les premiers millions d'années de l'évolution du système solaire. Et ensuite, la Terre, elle a chauffé, elle a fondu, et donc on n'a plus la trace de ces chondrites puisque tout a été reprocessé. Mais la Terre, ouais, en fait, le plus gros objet extraterrestre qu'on connaisse et qu'on ait à notre disposition, c'est la Terre. Elle s'est formée à partir de matériel qui s'est formé au tout début du système solaire. Genre après tout ce matériel, il a été reprocessé, et donc on a perdu la trace, l'aspect primitif en fait des constituants. Mais on a des météorites dont la composition chimique et la composition isotopique ressemblent énormément à celle de la Terre. Et ça, c'est les chondrites en statite. Donc, ces chondrites en statite, en fait, on pense que ce sont des très bons analogues du matériel qui a formé la Terre. Et comme on a pu montrer que ce matériel qui ressemble beaucoup à celui qui a formé la Terre est finalement plus riche en hydrogène et en eau que ce qu'on pensait, en fait, on peut très bien, quand on forme la Terre, avoir suffisamment d'eau pour expliquer la totalité des océans terrestres, sans faire appel à du matériel provenant des zones externes du système solaire. Ok, donc potentiellement rien de très lointain n'aurait amené l'eau sur Terre. Et du coup, c'est aussi une question naïve, hein, mais qu'est-ce que ça impliquerait d'un point de vue de la vie dans l'univers? Parce que souvent on lit des théories comme quoi il y aurait peut-être eu un ensemencement de la vie sur Terre par une météorite qui serait venue de très loin. Alors le fait que quelque chose soit arrivé avec de l'eau, j'imagine que ça a dû donner même de l'eau au moulin, si je peux me permettre, à cette théorie-là. Disons que ce que ça veut dire que dès le début dès les premiers temps de l'histoire de la Terre, il y avait de l'eau.
Il n'y a pas fallu attendre X millions d'années pour pouvoir amener de l'eau sur Terre. Donc ça veut dire que dès le début, on avait de l'eau à disposition à la surface de la Terre, et aujourd'hui, la vie telle qu'on la connaît, elle a besoin d'eau pour se développer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vie qui se développe sans eau. Ça veut dire que la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui et qu'on la décrit sur Terre, elle a besoin d'eau pour pouvoir se développer. Après, effectivement, il y a des théories qu'on appelle les théories de panspermie qui proposent que, en fait, la Terre a été ensemencée par des météorites qui proviennent d'ailleurs dans le système solaire et qui ont amené tous les composants nécessaires à l'apparition de la vie. Je dirais que le fait que la Terre était riche en eau dès le début, ça évacue pas cette idée de panspermie, parce que, en fait, sur Terre, il y avait peut-être de l'eau, mais dans les chondrites en statite, par exemple, il n'y a pas beaucoup de carbone. Et on a besoin de carbone pour pouvoir développer la vie aussi. Donc, si on fait venir des météorites des zones externes du système solaire, ces météorites, elles vont être plus riches en carbone. Et notamment, vous avez certaines météorites qui sont très riches en acides aminés. Et les acides aminés, c'est des composants qui sont fondamentaux pour le développement de la vie. Donc, je dirais que l'un exclut pas l'autre. Il y a toujours cette idée que dans les météorites, il y a tout le matériel nécessaire pour développer la vie. Ça veut pas dire qu'il y a la vie dans les météorites. Ça, c'est souvent les journalistes, dès qu'on dit ça, ils disent ah bon, il y a la vie dans les météorites. Non, en gros, il y a toutes les briques nécessaires au développement de la vie. Mais c'est pas parce qu'on a des briques qu'on va forcément savoir construire un mur. Et donc, on ne sait pas après comment cette vie, en fait, comment ces éléments, donc ces éléments, c'est du carbone, c'est des argiles, c'est de l'eau, comment ces éléments vont réagir ensemble pour commencer à former une vie organisée et capable de se reproduire. Et peut-être que je réfléchis mal et que ma logique est pas bonne, mais le fait qu'il y ait déjà eu de l'eau dès le début, potentiellement, ça aurait aussi laissé plus de temps pour l'apparition de la vie par rapport à si l'eau avait été amenée plus tard dans la formation de la Terre. Donc ça veut dire que dès le début, il y a un des constituants fondamentaux nécessaires à l'apparition de la vie. Donc si à ce moment-là, il y a des conditions qui sont réunies avec suffisamment d'eau, suffisamment de carbone, on peut très vite développer la vie à partir de ça. Donc après, ça a aussi beaucoup d'autres implications. On va dire indirectes sur l'apparition de la vie, c'est-à-dire que si on a de l'eau, le magmatisme va pas être le même que quand il y a de l'eau et quand il n'y a pas d'eau. Et si le magmatisme est pas le même, on va peut-être créer des continents plus vite, ou on va peut-être mettre en place de la subduction plus vite, et donc tout ça, ça joue aussi sur le développement de la vie. Les cycles, comment la Terre va mettre en place toute sa géologie active, ben ça influe aussi potentiellement sur la vie, puisque ça permet de développer des environnements qui sont susceptibles d'être favorables à l'apparition de la vie. Moi, j'avais une question par rapport aux satellites de glace, parce qu'il me semble qu'on en parle énormément en ce moment pour parler de l'apparition de la vie. Alors, est-ce que l'eau sur ces satellites de glace, elle a apparu un peu de la même façon que sur Terre, ou est-ce que c'est différent ? Et du coup, est-ce que on considère que c'est des endroits privilégiés pour le développement de la vie parce qu'ils ont de l'eau potentiellement sous leur surface, ou pour d'autres raisons ? Ouais, donc ces satellites de glace, c'est les satellites des planètes gazeuses géantes, donc Saturne, Uranus. Il y a toute une batterie de satellites, un peu tous plus exotiques les uns que les autres. Mais il y a certains satellites effectivement qui ont, on sait maintenant, des océans liquides qui sont pas à la surface, qui sont souvent en subsurface parce qu'ils sont recouverts soit par une croûte de glace, comme dans le cas d'Europe, soit par une couche de roche. L'eau dans les satellites de glace, bon bah c'est pas tout à fait la même origine, parce que ces satellites ils se sont formés dans les zones très externes du système solaire, donc c'est-à-dire des endroits où il faisait très froid, où il y avait déjà de la glace à disposition. Mais ouais, c'est des environnements qui sont susceptibles d'accueillir la vie et d'avoir vu une vie se développer. Alors pas la vie telle qu'on la connaît sur Terre, c'est sans doute des environnements assez extrêmes, mais on sait sur Terre qu'il y a par exemple des bactéries qui vivent dans des conditions très extrêmes, ce qu'on appelle les extrémophiles. Et donc il y a pas mal de missions spatiales qui sont imaginées pour essayer d'aller sur ces satellites de glace,
essayer d'aller voir si on trouve des traces de vie. Alors ça pose plein de problèmes techniques, ça pose plein de problèmes éthiques. C'est-à-dire, est-ce que si on envoie une mission spatiale à la surface d'Europe ou de Ganymède, on va pas contaminer par des bactéries terrestres ces environnements? Est-ce que si on trouve des bactéries sur place, est-ce que c'est vraiment des bactéries qui sont développées sur place ou est-ce que c'est des trucs qu'on a ramenés? Donc il y a tout un débat dans la communauté sur l'intérêt et l'aspect éthique, mais c'est les cibles ouais, qui sont vraiment importantes et qui sont aujourd'hui pas mal discutées pour les prochaines missions spatiales. Ah, et comme tu disais, la vie, c'est vraiment l'élément essentiel pour la vie telle qu'on la connaît. Du coup, il y a une question dans la chatroom qui fait un peu écho à ce que je voulais discuter, mais est-ce que il y a pu avoir plusieurs fois l'apparition de la vie, et si oui, du coup, à quelle échelle est-ce qu'on peut la retrouver dans le système solaire, donc sur ces planètes de glace? Est-ce que ce serait plus loin? Et est-ce qu'il y a des formes de vie qui pourraient se baser sur autre chose que de l'eau, par exemple? Ouais, bah déjà en fait l'apparition de la vie sur Terre, c'est probable qu'elle soit pas apparue qu'à un seul endroit. Hein. Enfin, on peut pas exclure le fait que la vie elle est apparue sur Terre à différents endroits au même moment ou à des temps assez proches. Donc déjà sur Terre en fait on sait pas comment la vie est apparue, mais une possibilité c'est que ce soit à plusieurs petits endroits qu'il y ait eu un développement de la vie. Dans le système solaire, il y a plein d'environnements qui, en tout cas, ont l'air d'avoir à peu près tous les composants qui sont aujourd'hui compris comme étant nécessaires à l'origine de la vie. Sur Mars, au temps on va dire le premier milliard d'années de Mars, semble être un environnement assez favorable pour l'apparition de la vie. Il y a de l'eau, il y a une atmosphère, il y a un champ magnétique. Il y a beaucoup de choses qui semblent assez intéressantes pour l'apparition de la vie. Des satellites de glace. Donc il y a potentiellement ouais des endroits qui sont intéressants pour essayer de comprendre s'il y a eu d'autres formes de vie dans le système solaire que sur Terre. Après, quel type de vie? Sur Terre, on connaît on connaît pas mal de bactéries et d'espèces qui peuvent vivre dans des milieux un peu extrêmes. C'est pas forcément voilà lié à l'eau. Il y avait eu tout un débat sur des bactéries qui vivaient dans des environnements très riches en arsenic à une époque. Voilà, et donc on peut imaginer que la vie se développe dans des environnements où il n'y a pas d'eau, et il y a aussi des théories sur le fait que c'est pas forcément le carbone aussi qui contrôle l'apparition de la vie, que le silicium peut jouer un rôle. Donc peut-être qu'on aura des surprises. Si on trouve de la vie ailleurs dans le système solaire, ce sera peut-être pas une vie telle qu'on la connaît sur Terre. Alors l'histoire de l'arsenic, c'était une erreur en fait. C'est un article qui avait fait pas mal de bruit, ouais, qui avait fait un Science sur la Nature, je sais plus, mais c'était des bêtises. Et du coup, je pense à un truc récent qui est sorti aussi pour rebondir sur ce que tu disais. Je crois qu'ils ont trouvé des nouveaux organismes au fond de la fosse des Mariannes. Donc c'est quoi? C'est oui, c'est 10 000 mètres de profondeur. Ouais, voilà, 10 000 mètres, 10 kilomètres, et ça c'est tout récent, et qui sont pas juste des bactéries justement. Ça a l'air d'être des formes plus développées avec toute cette pression. Ouais, parce qu'ils ont 10 kilomètres d'eau, donc et de pression d'eau sur leur organisme. Et en fait, c'est pareil, une des grosses découvertes aussi, c'était tous les écosystèmes au niveau des fumeurs noirs au fond des océans, où là vraiment il y a toute une faune et toute une flore qui se met en place. C'est assez ahurissant, des organismes complexes qui sont capables de vivre dans ces environnements. Et tous les modèles de vie, par exemple sur Europe ou dans les océans des satellites de glace, c'est lié à ce genre de choses. Par exemple sur Ganymède, on sait qu'il y a des geysers, donc ça veut dire qu'il y a une activité hydrothermale, volcanique, et qui se passe en profondeur, et donc il doit y avoir des sources d'eau chaude en fait sur Ganymède. Et donc pourquoi autour d'une source d'eau chaude sur Terre et sur Ganymède, on n'aurait pas des vies qui se développent? Donc on aura sûrement des surprises, et comme disait Alexa, je pense les satellites de glace, c'est vraiment une des cibles privilégiées pour essayer de bien comprendre l'apparition de la vie.
Sur les choses bizarres au sujet des formes de vie potentiellement spatiales, on lit souvent des trucs de vulgarisation sur les tardigrades, donc ces fameux petits organismes là qui se pètent en cryptobiose et qui résistent à des pressions incroyables qui ne pourraient pas exister sur Terre. Alors je sais pas si c'est vrai, j'ai pas fact-checké, mais je pense que c'est un des arguments et des animaux qui fait dire aux gens que peut-être ça vient d'ailleurs et que la vie existait ailleurs et qu'on s'est fait ensemencer des tardigrades. Euh, je ne sais pas si c'est possible ou si c'est vrai. Peut-être pas d'ailleurs, hein, mais bon. Ouais, c'est des organismes assez curieux. Après, voilà, tout ce qui est fait en exobiologie montre qu'il y a pas mal de bactéries, en tout cas, qui sont capables de résister à des environnements assez extrêmes. Donc la question est de savoir est-ce qu'ils sont juste capables de résister ou est-ce qu'ils ont été capables de se développer dans d'autres environnements que la Terre. En gros, ça repose la question de qu'est-ce qui s'est passé sur Terre à un moment pour que la vie apparaisse. Et est-ce que ce processus il est juste lié au fait qu'il y avait les bons ingrédients, mais que finalement qu'on mette ces ingrédients dans n'importe quelle planète, sur n'importe quelle planète, on aura le même résultat, ou est-ce qu'il y a eu un phénomène particulier sur Terre qui a permis le développement de cette vie et qui permet pas ailleurs. En tout cas, ce qu'on nous on a montré, c'est que dès les premiers âges de la Terre, il y avait de l'eau et que cette eau, elle était locale, c'est-à-dire elle provenait du système solaire interne et qu'a priori on n'a pas besoin de faire appel à des astéroïdes provenant du système solaire externe. Ça va devenir une nouvelle marque, on a l'eau locale sur Terre. J'avais une question que on n'a pas forcément préparée avant, mais sur ces débats justement de présence d'eau. Enfin, pendant longtemps, les gens ils savaient pas trop s'il y avait vraiment encore de l'eau sur Mars, etc. Donc en fait, comment est-ce qu'on a découvert que vraiment il y avait de l'eau? Est-ce que c'était via des prélèvements ou est-ce que maintenant on peut savoir là où il y a de l'eau par d'autres biais, enfin par d'autres méthodes, d'autres mesures? Ah ben sur Mars, il y a tout un tas d'indices maintenant, enfin même de mesures directes qui montrent qu'il y a de l'eau dans le sous-sol martien, et qu'il y a dans des terrains assez anciens, on voit des minéraux qui ne peuvent se former que par présence d'eau. On voit des rigoles, on voit clairement qu'il y a des circulations de fluides sur Mars. En fait, je dirais qu'il y a un faisceau d'indices et de mesures qui montrent que il y a eu de l'eau sur Mars pendant longtemps et qu'aujourd'hui encore il y en a. Donc, ça, aujourd'hui, je dirais que c'est acté quoi. La NASA, elle aime bien faire le buzz autour de ça. Donc, tous les 3 ans, ils font un gros buzz en disant on va vous montrer qu'il y a de l'eau sur Mars, mais bon, finalement, c'est un peu, enfin, on le sait quoi aujourd'hui. Ok, on n'a plus de doute. Et pour les satellites de glace dont tu parlais, Ganymède, les sources d'eau chaude, tout ça, c'est des observations Ouais, un ça peu c'est assez récentes. récent. Ganymède, c'était une grosse surprise de voir en fait qu'il y avait vraiment des geysers d'eau qui sortaient de la surface de Ganymède. Donc ça, c'est une mission spatiale qu'on fait des photographies il y a quelques années. Ça, on savait qu'il y avait des environnements riches en eau. Après, de là à montrer qu'il y avait une géologie active et un cycle de l'eau très actif sur ces astéroïdes, ces satellites, c'était une grosse découverte. Bon, comme quoi, même pas très loin de chez nous, entre guillemets, hein, parce que tout est relatif, il y a encore pas mal de choses à découvrir juste sur l'aspect est-ce qu'il y a de l'eau et comment et est-ce qu'il y a de la vie. Et alors sur ces questions, c'est bien que tu arrives à ce moment-là puisque je pense automatiquement au film qui est sorti il y a pas longtemps, Don't Look Up, avec Leonardo DiCaprio. Alors pour les auditeurs qui ne veulent pas être spoilés du film, vous pouvez passer la prochaine minute. Mais en gros, si je récapitule le scénario, il y a alors j'avais noté un astéroïde, mais du coup c'est plutôt un météore. C'est ça, si j'ai bien suivi. Ouais. De la taille de celui qui a conduit à l'extinction des dinosaures, qui menace d'entrer en collision avec la Terre. Et du coup, les scientifiques essayent d'alerter l'opinion publique sur le danger d'extinction imminent qui nous menace tous. Donc ils vont voir les gouvernements de tous les pays, les encouragent à tirer dessus pour en dévier la trajectoire, mais c'est sans compter sur l'idée lumineuse et les ressources d'un multimilliardaire qui propose plutôt de le fragmenter en petits bouts pour qu'il puisse atterrir sur Terre et pour en récupérer les métaux une fois les petits bouts crachés sur Terre.
Alors du coup, je voulais en profiter que tu sois là et que tu connaisses bien ces objets pour te demander à quel point c'est cohérent comme hypothèse de se dire qu'on pourrait miner et utiliser les ressources de ces météorites qui tombent sur Terre. Quelle taille ça fait? Est-ce que c'est vraiment le genre de choses qu'on pourrait récupérer, qu'on pourrait exploiter? Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, en fait? Bah, il y a plusieurs réponses. Utiliser les météorites, en fait, je dirais que c'est vieux comme le monde, on a des traces archéologiques où des populations ont utilisé des météorites de fer à l'époque où on maîtrisait pas la métallurgie du fer. Donc, on a des outils en fer qui sont faits à partir de météorites. Donc, déjà, on voit que ça a déjà été utilisé par le passé. Il y a aussi des météorites de fer qui ont été utilisées comme enclumes par des civilisations. Après, bon, une météorite qui tombe sur Terre, on va dire plein de bouts de météorites qui tombent sur Terre, un gros volume, oui, on peut utiliser ces météorites comme source de fer métal, de nickel. Ça a une concentration qui peut être intéressante. Ça dépend de la météorite qui tombe, mais si c'est une météorite de fer, par exemple, ça peut être intéressant. Après, il y a l'idée de faire ce qu'on appelle du asteroid mining, c'est-à-dire d'aller faire des mines sur des astéroïdes. Et ça traîne un peu dans la, comment dire, dans l'imaginaire. Et puis c'est un truc qui est ressorti assez régulièrement. Il y a des films là-dessus. Ça, de mon point de vue, c'est impossible. Pour plein de raisons. On ferme des mines sur Terre parce qu'elles sont pas assez rentables. Alors, aller faire de l'exploitation minière sur des astéroïdes à 500 millions de kilomètres, sachant qu'il faut une quantité d'eau faramineuse pour pouvoir extraire des éléments d'intérêt économique, je pense que ça va coûter une quantité d'argent phénoménale et ça va être absolument pas rentable. Parce que un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que les météorites, les astéroïdes, les comètes, c'est formé des mêmes éléments chimiques qu'on trouve sur Terre. Il n'y a pas d'éléments chimiques particuliers dans les météorites qui pourraient être intéressants d'un point de vue économique. En plus, sur Terre, on a des mines, on a des exploitations minières parce qu'il y a des circulations de fluides sur Terre qui concentrent certains éléments et que ça devient intéressant économiquement de les exploiter. Or, les astéroïdes sont des astres globalement morts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de circulation de fluide, donc il n'y a rien qui concentre les éléments chimiques. Donc, je veux bien qu'on aille échantillonner des astéroïdes, mais la concentration d'or ou la concentration de lithium dans un astéroïde, il n'y a pas des zones où c'est des pépites d'or incroyables ou des concentrations de lithium. Donc c'est, de mon point de vue, complètement irréaliste d'imaginer qu'on va aller faire des mines sur des astéroïdes. C'est hors de prix, c'est pas rentable, et ça demanderait une quantité d'eau faramineuse. Et je pense qu'on a mieux à faire avec l'eau terrestre que de l'envoyer dans l'espace pour essayer d'exploiter des ressources. Je pense on a suffisamment de problèmes autour de l'eau et notamment de l'eau potable sur Terre pour essayer de la conserver et pas aller faire du astéroid mining. Mais bon, c'est un truc un peu, je sais pas, je dirais, c'est un peu survendu cette histoire. Ouais, ça sert de très bon scénario pour des films de science-fiction ou des séries comme The Expanse. Après, le fait, il y a autre chose aussi derrière tout ça. Le fait qu'un astéroïde puisse s'écraser sur Terre, la probabilité, bah oui, on sait qu'il y a déjà eu il tombe 40 000 tonnes de poussière extraterrestre par an sur Terre. La plupart, c'est des poussières qui brûlent dans l'atmosphère, c'est les étoiles filantes. Une fois tous les 10 ans, il y a un bloc un peu plus grand. Une fois tous les 100 ans, il y a un gros bloc. Une fois tous les millions d'années, il y a un astéroïde de 2 kilomètres qui tombe à la surface de la Terre. Donc, on est potentiellement sous le danger, enfin sous la menace qu'un astéroïde assez gros puisse tomber sur Terre. Alors, comment on fait si on s'aperçoit qu'il y a un truc qui nous arrive sur la tête? Les agences spatiales européennes travaillent aujourd'hui pour être capables de détecter les astéroïdes qui sont susceptibles de croiser l'orbite terrestre et deux, d'essayer d'imaginer des scénarios pour les dévier. Donc oui, soit pour les fragmenter, soit pour les dévier et qui frappent pas l'atmosphère terrestre. Ça, c'est une vraie recherche qui est gérée par les agences internationales spatiales. L'histoire du astéroïde mining, moi, j'y crois pas une seconde.
Donc ta recommandation en tant que scientifique, si cette situation se présente un jour, si un milliardaire s'oppose à ce qu'on dévie un astéroïde pour le faire atterrir sur la Terre, tu penses que ça vaut pas le coup, quoi. Je pense que ça vaut pas le coup, puis je pense que c'est, enfin, après il y a des questions politiques derrière, des questions éthiques, des questions philosophiques, c'est-à-dire que est-ce qu'on va laisser des milliardaires, enfin, c'est comme, est-ce qu'on va laisser encore longtemps des milliardaires faire des vols habités et cramer, je sais pas combien de milliards de tonnes de CO2 juste pour leur plaisir personnel, pour aller voir la Terre depuis 30 km d'altitude? Je veux dire, à un moment, il faut voir quelles sont les priorités au niveau de la civilisation. Euh, Est-ce qu'on va laisser des milliardaires développer des projets qui nécessitent d'embarquer des milliards de litres d'eau potable terrestre pour aller faire des mines sur des astéroïdes à 500 millions de kilomètres? Je pense que la réponse, enfin, on la connaît. C'est juste que si l'humanité elle veut avoir un avenir, il faut interdire ce genre de choses, il faut interdire ce genre de pratiques. Je veux dire, le tourisme spatial, c'est une aberration écologique. L'astéroïde mining, ce sera aussi une aberration écologique. Et je pense que c'est du devoir des scientifiques de le dire et de vraiment de se positionner fortement pour le dire. Aujourd'hui, on n'entend pas grand monde dire que le tourisme spatial c'est une aberration écologique. Bah oui, pourtant ça fait plutôt du sens. Et alors sur cette question justement là on dévie un peu, mais moi je me posais la question en tant que novice aussi. Autant le tourisme spatial ça pose une question d'éthique parce que c'est juste pour le fun, mais la recherche spatiale etc. et tout ce qu'on envoie dans l'espace pour un but scientifique, je me posais la question de savoir si ça avait du coup une durée de vie en fait encore. Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent dans leur quotidien, est-ce qu'un jour on va plus pouvoir prendre l'avion parce qu'il y aura plus d'essence, etc. Pour le spatial, ça se passe comment? Est-ce que c'est timé aussi cette quantité de ressources qu'on peut utiliser? Tu pointes du doigt une contradiction, voilà quoi. Je dis on peut pas faire de tourisme spatial, mais en même temps je travaille en partie, enfin je suis impliqué dans des missions spatiales. C'est sûr que c'est une contradiction. Euh, Si on veut vraiment réduire l'impact carbone de l'humanité, il faudrait arrêter ce genre de choses. Euh, c'est sûr. Après, c'est où est-ce qu'on met la limite entre la connaissance et puis voilà l'impact qu'a cette connaissance sur l'humanité. C'est sûr que d'un point de vue bilan carbone, tout ce qui est exploration spatiale, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Après, on peut le faire différemment. Je veux dire, les météorites, elles tombent sur Terre. Bon, bah, elles tombent sur Terre toutes seules, quoi. Je veux dire, le bilan carbone d'une météorite, c'est 0. Donc après, c'est pas 0 puisqu'on l'étudie, donc on va. Mais on peut se poser la question, effectivement. Alors après, c'est pareil, c'est encore éthico-philosophique, c'est-à-dire que la mission, enfin les missions spatiales, elles sont là pour générer de la connaissance, et puis il y a aussi l'aspect devenir de l'humanité. Est-ce que l'humanité va pouvoir survivre sur Terre, ou est-ce qu'il va falloir aller coloniser d'autres planètes? Et donc à ce titre, bah, la conquête spatiale, elle peut être intéressante, mais elle n'est pas neutre d'un point de vue bilan carbone, ça c'est sûr. Mais du coup, la conquête spatiale, je me demandais, ça représente quel pourcentage par rapport à, par exemple, les pratiques spatiales commerciales comme l'envoi de satellites ou ce genre de choses, parce que ça, c'est encore Ouais, plus. non, c'est pas grand Ouais, chose, c'est pas grand chose c'est pas effectivement. grand-chose en fait. Ce qui génère beaucoup de pollution effectivement, c'est tout l'aspect satellite. Puis en plus l'aspect satellite, on débarrasse pas. Hein. Quand les satellites ils sont Oui. plus en fonctionnement, ils sont en orbite, à un moment on va avoir des problèmes. Et puis il y aura une vraie question des déchets spatiaux, comment on va faire pour les traiter. Mais non, ouais, ça représente pas énormément, mais voilà, moi, je me suis retrouvé plusieurs fois, ouais, devant mes contradictions, c'est-à-dire que des copains, des connaissances qui disent oui, mais tu bosses là-dessus, mais en même temps, tout le monde n'a pas à manger sur Terre. Oui, oui, c'est une contradiction. Après, c'est aussi, ce que je réponds, c'est que c'est aussi un choix politique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur Terre, on pourrait très bien donner à manger à tout le monde et faire de la conquête spatiale. Euh, mais mais ça reste une contradiction. Ouais, moi ma question c'était vraiment sur en termes de ressources quoi, pour lancer une fusée, qu'est-ce qu'il faut et est-ce que cette denrée elle va venir à manquer aussi
ou pas quoi. Est-ce qu'il y a une échéance de cet ordre-là? Je pense pas, non. Pour l'instant, il n'y a pas tellement la denrée en elle-même, elle va pas manquer. Donc, c'est plus derrière. Ok. Qu'est-ce que ça implique de le faire? Ouais, bien sûr. Eh bien, on ressortira l'épisode dans le futur quand il y aura des vraies questions éthiques et des vrais choix à faire. On en fera le podcast partout. Dans la chatroom, il y a Kaou qui fait remarquer que apparemment il y aurait des traces fossiles d'un astéroïde moins gros que Chicxulub. Alors, je sais pas comment on le prononce. C'est l'astéroïde qui a fait éteindre les dinosaures il y a 65 millions d'années. On le prononce comment? Chicxulub? Je sais pas le prononcer non plus. Oui, c'est c'est un cratère dans le golfe du Mexique qui est daté à peu près au moment de la disparition des dinosaures. Donc on pense que ça a un lien avec la disparition des dinosaures. Et oui, il dit qu'il y en aurait un autre qui était moins gros que celui-ci et donc il y aurait des traces aussi. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Ouais, je suis pas spécialiste en cratère ni en extinction de dinosaures, mais c'est possible. Ok. Bon, ben pour alléger un peu cette fin d'épisode, je voulais aussi qu'on prenne le temps de parler un peu de la vie et des grandes questions de ta discipline. Toi, ton métier au quotidien, quel genre d'outils vous pouvez utiliser dans vos recherches et ça ressemble à quoi ta journée de géologue de l'espace finalement? Ouais, les outils, moi, ce que j'utilise et mes collègues, c'est on bosse sur des roches déjà, donc on bosse sur des objets naturels. Ça a beau être des objets extraterrestres, c'est des objets naturels. Euh, Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'éléments chimiques différents dans les météorites que dans les roches terrestres. Donc, ce qu'on utilise pour observer et caractériser ces météorites, c'est les mêmes techniques qu'on utilise pour caractériser des roches terrestres, c'est-à-dire des microscopes pour faire des observations. Alors il y a tout un tas de types de microscopes différents, optiques, électroniques, mais on utilise des microscopes pour faire des observations et après on utilise principalement ce qu'on appelle des spectromètres de masse pour faire des mesures isotopiques, donc pour déterminer la composition isotopique de ces objets. Alors les isotopes, c'est en fait, par exemple, l'oxygène a 3 isotopes, c'est 16, 17, 18, on va dire que c'est un peu 3 petits frères, et le rapport des différents isotopes nous donne des informations sur les processus qui ont amené à la formation des météorites. Donc nous, on détermine la composition isotopique de ces roches. Donc pour ça, on utilise tout un tas de spectromètres de masse qu'on a au laboratoire qui permettent de mesurer ça. Moi, ma spécialité, c'est d'utiliser une sonde ionique. C'est en gros une machine qui permet de tirer avec un faisceau d'ion sur une météorite, d'arracher un peu de matière, et cette matière qu'on arrache, on mesure sa composition isotopique. Donc ça permet de faire des mesures in situ à l'échelle très petite. Le faisceau primaire de notre machine, il fait 15 microns de diamètre, en gros. Donc ça c'est ce que je fais au quotidien dans les mesures qu'on fait. On va caractériser, observer et déterminer la composition chimique et isotopique de ces roches. Après, à quoi ressemble une journée type au labo? Bon je dirais que c'est très varié. Le métier de chercheur est vraiment pas du tout un métier ennuyeux parce qu'il n'y a pas de journée qui se ressemble. Une partie, c'est de bosser sur les objets naturels, donc de passer du temps à caractériser ces objets. C'est aussi comprendre les données. Alors, ça dépend où on en est dans sa carrière, mais moi, j'en suis à un stade aussi, c'est aussi de m'occuper de mes étudiants en thèse ou en postdoctorat, c'est-à-dire passer du temps avec eux, écrire des articles, écrire des demandes de financement. Donc, il y a un aspect à la fois manip, c'est-à-dire manuel, on va dire, et puis un aspect intellectuel qui est la compréhension des données. Et après, il y a un aspect écriture. C'est peut-être un aspect qui est assez méconnu du métier de chercheur. En fait, ce que je dis souvent aux étudiants, faire de la recherche, c'est écrire énormément. Je pense que plus de 50% du temps des chercheurs est dédié à l'écriture. Alors c'est écrire des demandes de financement pour pouvoir travailler, mais écrire des articles, écrire des rapports, écrire des emails, écrire ceci, écrire cela, mais il y a une quantité d'écriture qui est assez phénoménale. Alors les articles c'est en anglais, donc voilà.
tout ça. Mais je dirais que les journées sont variées. Moi, elles alternent entre un aspect manuel et un aspect plus intellectuel, mais il n'y a pas une journée où j'écris pas. Et du coup, en tant que directeur de recherche, tu fais encore des manips quand même. Ah ouais. Ok. Non, mais moi, bien. je suis directeur de recherche et directeur adjoint du laboratoire aussi. Wow. Mais ouais, non, je fais encore mes manips, je fais encore mes observations. Je veux pas du tout avoir une je veux pas tomber dans le syndrome de je reste les fesses derrière mon bureau et c'est les étudiants qui font le boulot. Je veux pouvoir faire encore. Après, je le fais avec mes étudiants aussi, hein, mais ouais, j'essaye d'avoir une activité encore scientifique manuelle. Il y a pour ceux qui nous écoutent et qui ont des vocations, est-ce qu'il y a des postes de doctorants ouverts dans ton labo régulièrement? Ouais, bah tous les ans, on a ça oscille entre 4 et 6 nouveaux doctorants qui commencent, généralement plutôt vers septembre-octobre. Après, c'est dans tous les domaines qu'on étudie au CRPG. Ça peut être sur les météorites, ça peut être sur des roches magmatiques, ça peut être sur la caractérisation de glissements de terrain en Himalaya, ce genre de choses. Donc oui, on recrute régulièrement des doctorants, des post-doctorants. Après, il n'y a pas que la recherche dans un laboratoire. Hein, ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut vraiment sur lequel il faut vraiment insister. Un laboratoire, ça fonctionne et notamment le CRPG fonctionne très bien parce qu'on a un super service administratif qui nous facilite vraiment la tâche parce que on a tout un tas de ce qu'on appelle de personnel d'appui à la recherche, c'est-à-dire des techniciens, des assistants ingénieurs, des ingénieurs qui gèrent les machines, qui nous aident à faire les mesures. Donc il y a tout un tas de métiers différents dans un laboratoire de recherche. Il n'y a pas juste chercheurs, il y a des secrétaires, il y a des électriciens, il y a des électroniciens, des informaticiens et des chercheurs. Mais oui, on recrute à tous les niveaux. Pas beaucoup parce que voilà, on sait que le problème de la recherche en France, c'est que le nombre de postes a tendance à diminuer de manière drastique, mais on recrute quand même. Ouais. Et le soir, tu prends encore le temps de faire de la vulgarisation avec nous, donc merci pour ça. Ouais, avec plaisir. Et en fait, on est un labo qui est vachement actif au niveau vulgarisation parce que on fait beaucoup de choses, des interventions au milieu scolaire, des conférences au grand public, des interventions à l'hôpital d'enfants pour les enfants malades. Enfin, on a vraiment on essaye en tout cas de vraiment avoir une activité de communication scientifique très développée. Et c'est tout à votre honneur, je pense, parce que il y en a besoin. Ça, tout le monde en a conscience, je pense. Donc dans la chatroom, il y a une question assez intéressante. Est-ce que du coup, dans vos mesures au quotidien, vous avez déjà trouvé quelque chose d'un peu exotique ou quelque chose que vous aviez jamais vu précédemment sur Terre, dans des échantillons de météorites? Finalement, qu'est-ce qui vous surprend dans ces échantillons? Et est-ce que vous avez déjà eu des découvertes Bah assez ouais, faramineuses, autres que l'eau, du coup? bah, l'eau, bien sûr, ça c'est un truc, ça a été vraiment un gros truc. Ouais, je dirais que moi, un des trucs qui m'a vachement marqué ces dernières années dans les trouvailles qu'on a fait, une de mes spécialités, c'est d'essayer de comprendre les conditions et la chronologie de formation des premiers solides du système solaire. Donc, c'est comment, à partir de gaz, on va former des solides et ces solides vont ensuite s'agglomérer pour former des objets de plus en plus gros, type astéroïdes, et puis ensuite former des planètes. Et donc, il y a un moment de l'histoire du système solaire où l'étoile centrale est entourée par ce qu'on appelle un disque d'accrétion. Et donc, c'est dans ce disque que vont se former les premières poussières. Et un des trucs qu'on a pas mal montré ces dernières années, c'est qu'en fait, dans le disque, il y a de la création de poussières. On forme des poussières, mais en fait, il y a beaucoup de processus de recyclage. C'est-à-dire qu'une fois que les poussières elles sont formées, on les recycle pour former d'autres poussières. Mais en fait, je trouve ça assez intéressant. Ça revient un peu à la discussion qu'on avait éthico-philosophique avant, de dire que dans ce genre de structure, en fait, le recyclage existait déjà. Qu'on ne produisait pas à l'infini, mais qu'on produit des poussières et qu'ensuite ces poussières elles sont transformées pour en former d'autres. Et ça, c'est un truc qu'on a trouvé ces dernières années, qui est vraiment cool, que c'est des liens entre les différentes poussières, et voir comment ces poussières elles vont se transformer pour en former d'autres. Ok.
Et plus généralement dans ta discipline et pas forcément au labo, c'est quoi les grandes découvertes et les grandes avancées de ces dernières années un peu? Il y a eu une révolution, on va dire, ces 10 dernières années dans notre domaine, qui est double. On est enfin capable en astronomie d'observer les disques autour des étoiles jeunes. Donc, c'est les lieux où se forment les premiers solides autour des étoiles. Donc, on a des télescopes qui sont capables aujourd'hui d'observer ces disques. Avant, c'était très compliqué parce que la lumière de l'étoile était tellement intense qu'on n'arrivait pas à voir les disques. Aujourd'hui, ils sont capables de le voir et ils ont montré qu'il y avait des textures hallucinantes à l'intérieur des disques. On voit des sillons. En gros, ça ressemble à des vinyles. On voit des sillons. On voit la formation des planètes à l'intérieur de ces sillons. Donc visuellement, ça a été une révolution. Avant, on voyait rien, et là, on voit un peu comme le brouillard qui se lève, quoi. On voit vraiment les textures, les structures à l'intérieur des disques. Ça, en astronomie, ça a été une révolution. Et dans notre domaine sur les météorites, il y a une autre évolution avec des systèmes isotopiques très particuliers de montrer que le disque, le système solaire était segmenté en plusieurs réservoirs, notamment on pense surtout en 2 réservoirs, et que cette segmentation en 2 réservoirs était sans doute liée à la formation très rapide de Jupiter. Et donc, on a des indices qui montrent que Jupiter, visiblement, se serait formé très très tôt dans l'histoire du système solaire et que cette espèce de planète hypermassive, elle a complètement séparé le système solaire interne du système solaire externe. Et cette séparation a eu lieu très très tôt dans l'histoire du système solaire. Donc, si je comprends bien, parce que c'est un peu flou comme ça, là, tout là, comme ça, il y a eu deux grosses soupes distinctes de matière dans le système solaire qui, à un moment, se sont mélangées pour donner, entre autres, Jupiter à ce moment-là, assez tôt. Non, en fait, le disque était complètement homogène, chimiquement et isotopiquement, et quand Jupiter s'est formé, très tôt, il a isolé les 2 réservoirs, et les 2 réservoirs ont évolué de manière complètement séparée, sans avoir d'interaction l'un avec l'autre. Et ça, ça a été dans notre domaine, c'est une des très grosses découvertes. C'est ce qu'on appelle la dichotomie entre réservoir interne et réservoir externe. Et alors, la notion de dichotomie, là, on l'entend à toutes les sauces dans les conférences dans notre domaine. Mais ça a été une très très grosse découverte sur l'étude des météorites, et c'est à mettre en relation avec les observations astronomiques qui montrent ces structures dans les disques. En fait, c'est assez logique que notre système solaire était très segmenté quand on voit les autres systèmes stellaires en formation aujourd'hui. D'accord. Et à l'inverse, du coup, actuellement, c'est quoi encore les grandes questions à laquelle ta discipline doit répondre, et quelles sont les plus urgentes aussi pour les gens de la profession? Je pense qu'une des grosses questions qu'on a et qui est pas claire encore, c'est la chronologie, en fait. On a des outils radioactifs, en fait, à notre disposition, enfin des chronomètres radioactifs qui permettent de dater les processus, c'est-à-dire de dater à quelle vitesse on va former des poussières, à quelle vitesse et quand ces poussières se sont agglomérées. Et en fait, on n'est pas assez précis en fait dans nos datations. C'est des mesures qui sont très compliquées. On a beaucoup progressé, mais on n'a pas atteint la précision nécessaire pour arriver à avoir une vision assez fidèle de la hiérarchie, et puis de la chronologie de ces processus lors de l'évolution du système solaire. Donc, je pense que si on veut vraiment comprendre les premiers millions d'années du système solaire, il faut qu'on fasse des gros progrès au niveau de datation. Alors, on y travaille, c'est pas facile. On progresse petit à petit, mais je pense que c'est là où on va réussir c'est là où on doit progresser, en fait. Parce que si, voilà, par exemple, on arrive à des résultats où on va dire que un objet, il s'est formé 2 millions d'années après la formation du système solaire, mais plus ou moins 1,5 million d'années. Donc, en fait, on n'est pas assez précis. Mais il faut qu'on arrive à réduire, en fait, les barres d'erreur, c'est-à-dire les précisions sur les âges. Donc les questions un peu de géologie, d'étapes de formation du système solaire, c'est toujours quand même étroitement lié aux questions sur l'apparition aussi
je sais pas, de la vie. Enfin, est-ce que les gens se concentrent un peu sur cette question aussi, ou est-ce que c'est vraiment réservé à un domaine parallèle et vous, ce qui vous intéresse, c'est vraiment la partie uniquement géologique de la chose, quoi. Moi, enfin, au CRPG et pour ma part, je travaille pas tellement sur les conditions d'apparition de la vie parce que en fait, c'est très compliqué l'apparition de la vie. Ça fait appel à des concepts de chimie, de biochimie. Enfin, c'est pas tellement les géologues qui vont travailler sur les conditions d'apparition de la vie. Donc nous, en tout cas, on se focalise pas trop là-dessus. C'est ouais, chimistes, biologistes, biochimistes, exobiologistes qui travaillent là-dessus. Nous, on se focalise vraiment sur, en tout cas, moi, mon business, c'est de comprendre les conditions et la chronologie de formation des solides autour des étoiles, enfin, en gros, autour du Soleil, il y a 4,5 milliards d'années. Comment cette poussière, elle s'est agglomérée pour former des objets de plus en plus grands, à quelle vitesse, quelle chronologie. Mais l'apparition de la vie, alors oui, bon, comme on a fait cet article sur l'eau, ben ça a pas mal d'impact sur la vie. Mais finalement, c'est pas ça qui motive nos recherches. Ok. Alors, le spatial, tout ce qui touche au spatial, en général, ça suscite plutôt l'intérêt dans le grand public et je pense que vous êtes beaucoup sollicité sur ces questions-là. Est-ce que, au contraire, la géologie, c'est un peu sous-représenté ou est-ce que ça va? Bah, la géologie, c'est un côté, ouais, en fait, souvent, les gens, ils trouvent ça un peu ennuyeux, la géologie, parce qu'ils ont des souvenirs de quatrième où c'est pas super bien enseigné. Enfin, ou à l'époque où j'étais au collège, c'était pas la partie la plus intéressante. Donc souvent, ouais, géologie, il y a un côté un peu, les gens, ils ont un côté un peu ennuyeux du truc. Euh, Après, quand on explique, finalement, ça intéresse. Ça intéresse. Parce que la géologie, c'est une science qui est à l'interface de plein d'autres sciences, qui utilisent la biologie, les mathématiques, la physique, la chimie. Donc ça, c'est vraiment à l'interface de plein de domaines scientifiques. Et puis après, ça répond à des questions qui sont assez intéressantes sur la formation des premiers continents, à quoi ressemblait la Terre au tout début de l'histoire de la Terre, comment les montagnes se forment. Si on parle de volcans, ça fait un peu rêver tout le monde. Donc finalement, en fait, on arrive à intéresser les gens après un espèce de premier recul qui est lié à des restes de l'enseignement de la géologie au collège. Ok. Est-ce que sur ces questions-là de géologie, il y a des initiatives particulières en vulgarisation auxquelles vous participez? Est-ce que vous en avez aussi créé du côté de Nancy, du CRPG? Cette année, par exemple, je crois que c'est cette année, c'est l'année de la minéralogie, donc des minéraux, donc on va y participer. Nous, comme je disais, on fait beaucoup de vulgarisation scientifique, donc de communication. On essaie de montrer nos résultats, de les présenter au grand public sous plein de formes différentes. On avait organisé une exposition de météorites pour les 80 ans du CNRS, on avait fait des cafés scientifiques, on fait des interventions au collège, lycée, des projections de films avec des débats et des discussions. Donc on essaie vraiment d'être actif, de montrer ce qu'on fait, de faire passer le message aussi que les labos c'est pas des environnements fermés, c'est pas des espèces de tours d'ivoire, c'est pas trop ce qui s'y passe. Puis je pense en tant que chercheur, enfin faut pas se leurrer, hein, on a un métier qui est assez chouette, mais on vit sur de l'argent public. En tout cas nous, dans la recherche fondamentale, c'est de l'argent public qu'on utilise, donc je pense qu'on a un devoir vis-à-vis du grand public de montrer ce qu'on fait. On va pas juste se contenter de bien se marrer dans notre labo à trucider des cailloux, quoi. Je veux dire, ça fait partie de notre mission de communiquer la science, d'expliquer et d'expliquer aux gens ce que c'est que la science, que c'est un processus lent, complexe, pas linéaire, qui fait une belle place au doute. Des fois, on se plante, on est obligé de faire demi-tour. Et je pense que c'est super important aujourd'hui de faire passer ce message-là à une époque où tout le monde a plus ou moins un avis, tout le monde a plus ou moins une solution, et
une espèce de défiance vis-à-vis de la science, vis-à-vis du discours scientifique. Et je pense que ça fait partie de nos missions de montrer comment ça marche. Donc, on essaye de le faire régulièrement. On est assez actifs et on aime bien ça. Ouais, c'est super important et encore une fois, merci de prendre part à ça, quoi. Il devrait y en avoir encore plus, je pense, parce que tout le monde le fait pas. Je pense encore maintenant. Hein, il y en a qui aiment pas ça. Il y en a qui se disent que c'est pas du temps qu'il faut prendre parce que c'est du temps perdu sur sa carrière ou quoi. Donc c'est vraiment chouette qu'il y ait des labos qui le fassent. Faut savoir le faire, hein. C'est pas forcément facile hein, quand on est un peu paumé dans ses recherches de parler au grand public. On n'a pas de formation pour ça. Et bon, ouais, si c'est pour aller casser la tête aux gens parce qu'on sait pas communiquer, c'est sûr que c'est compliqué quoi. Mais ça se travaille et je pense que c'est important. Ouais. C'est vraiment important de le faire. Après, il faut rappeler aussi, je pense que dans toutes les demandes de financement aujourd'hui qu'on peut faire, je sais que c'est le cas aux US, mais c'est le cas en France aussi, même sur les ANR par exemple, qui est les demandes de financement qu'on peut faire en France, on a une part qui doit être allouée à la vulgarisation maintenant. C'est-à-dire que quand on demande des sous, une partie doit aller pour ça, et je pense que c'est justement une partie de faire aller des choses dans le bon sens et d'ouvrir peut-être des laboratoires sur l'extérieur. Ah, c'est très bien de faire ça. Et donc, si les gens qui écoutent le podcast veulent continuer à suivre un peu ce que vous faites au CRPG, comment ils peuvent faire? Vous avez quoi comme fil d'actu? Ouais, on a un compte Twitter qui s'appelle @CRPG Nancy, je crois. On a une page Facebook aussi. Donc on communique régulièrement des publications, des interventions et notamment tout ce qui est sciences ouvertes, communication grand public quand on fait par exemple, il y avait eu des conférences sur la place Stan pour les jardins éphémères. C'est mis en ligne, donc vous avez accès sur les comptes Twitter et Facebook, vous avez accès à quand est-ce qu'on fait des interventions et où. Et donc, faut pas hésiter à venir, discuter avec les chercheurs du CRPG. On transmettra et on mettra tous les liens dans les notes d'émission quand on rediffusera le podcast par la suite. Donc pour les gens de la chatroom, si vous avez encore des questions avant que Yves nous quitte, je pense que c'est le moment de les mettre dans la chatroom. Et en attendant, Yves, je vais te poser les 2 questions bonus que je t'avais envoyées. Donc la première, c'est quelle est la question qu'on te pose tout le temps et à laquelle tu t'es lassé de répondre? À quoi ça sert? Alors, on me la pose pas tout le temps, mais on me la pose régulièrement. Le côté un peu futile et le côté un peu vain d'étudier ce genre de choses. Alors moi, j'ai pas de problème avec ça. Je suis le premier à dire que ça peut potentiellement ne servir à rien, mais je suis bien content de le faire. Mais je pense que fondamentalement, ça sert pas à rien. C'est de la connaissance. C'est une compréhension de processus physico-chimiques, c'est une compréhension de nos origines, c'est une compréhension de notre environnement dans lequel on vit, donc je pense que c'est fondamental d'arriver à le décrypter. Et puis après, c'est du développement technique. L'image que je donne, l'exemple que je donne souvent, c'est la physique quantique. Quelque part, on pourrait dire que ça sert à rien, sauf que c'est ce qui a permis l'invention des lasers, et quand on voit l'application des lasers aujourd'hui, on comprend bien que si on leur avait dit à quoi ça sert, on se serait privé d'un développement technique intéressant, quoi. Mais ouais, il y a ce côté un peu lassant ouais, à quoi ça sert, à quoi bon. Et puis des fois on le sait pas à l'avance non plus, donc on sait jamais. On garde ça sous la main et puis peut-être qu'un jour ça servira à quelque chose. Et c'est pas une raison pour pas le faire en tout cas. Et à l'inverse, du coup, quelle est la question qu'on ne te pose jamais et à laquelle tu aimerais bien répondre? C'est pas une question facile, mais en fait moi c'est marrant parce que finalement on en a un peu parlé pendant ce podcast. Je pense que ça a vachement de lien avec l'histoire de manière générale et avec des sciences on va dire plutôt humaines et sociales. En fait, c'est moi ce que je trouve vraiment fascinant et parfois un peu vertigineux, c'est de faire le lien avec l'histoire, les questions sociétales, les questions environnementales, les questions éthiques, les questions philosophiques.
Et c'est cool parce que dans le podcast on a parlé de ça, mais je trouve que voilà, des questions autour de ce lien-là, c'est des questions qui manquent. Alors que je pense qu'il y a pas mal d'interdisciplinarité à faire, et pas une interdisciplinarité de façade, parce que souvent dans la recherche on nous bassine avec l'interdisciplinarité. C'est juste, ça fait plaisir aux politiques et aux financeurs de se dire qu'ils vont financer de l'interdisciplinarité, mais derrière il se passe pas grand-chose, alors que fondamentalement il y a des choses à faire, il y a des sujets interdisciplinaires de nature à amener de la connaissance et des recherches sur l'astrophysique, la cosmochimie et les liens avec les sciences humaines et sociales. Et ça, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez. Enfin, voilà. Moi, j'aimerais bien en parler plus. Au-delà d'en parler, tu penses qu'il y aurait des opportunités avec la tendance là au regroupement des disciplines, à l'interdisciplinarité pour lancer des Bah projets? là, typiquement, on est en train de répondre à un appel d'offres de l'Université de Lorraine sur des grands projets où on a essayé de mélanger autour de la question de l'habitabilité, c'est-à-dire de comment une planète devient habitable et comment cette habitabilité elle va évoluer au cours du temps. On a mélangé des gens qui font de l'écotoxicologie, des gens qui réfléchissent d'un point de vue sociologique, anthropologique à ces notions d'habitabilité, des gens qui font des géologues qui étudient les crises biologiques passées pour essayer de comprendre on va essayer de voir comment la crise biologique qui va sans doute nous frapper, on va pouvoir l'anticiper, la vivre et puis essayer de s'en sortir. Donc on est en train de monter un projet qui est vachement intéressant, qui mélange plein de trucs. Donc on le fait au quotidien. Et là on a eu plein de discussions très sympas et moi j'avais envie de discuter avec plein de chercheurs qui faisaient des sciences complètement différentes. Ouais, c'est toujours de belles rencontres, de voir des gens qui n'ont pas du tout la même approche du sujet qu'on traite en sciences humaines et tout ça. Récemment, Puis il y a déjà la définition d'un terme, l'habitabilité. En fait, il n'y a pas du tout la même définition si on est biologiste, anthropologue, astrophysicien. Et en fait, c'est assez rigolo déjà d'être capable de. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'être capable de dégager un langage commun tout en ayant des approches différentes. Et moi, j'essaye de le faire parce que je suis pas astrophysicien de formation, mais je travaille beaucoup avec des astrophysiciens. Et c'est une partie que je trouve vraiment ultra intéressante, c'est d'arriver à dégager un langage commun et de se comprendre tout en amenant nos propres spécificités et notre propre point de vue. Quand on arrive à faire ça, c'est pas tous les jours qu'on y arrive, parce que c'est pas simple, ça demande des efforts intellectuels assez importants parce que faut vraiment faire l'effort de comprendre l'autre communauté. Mais quand on y arrive, généralement ça c'est vraiment cool. Et ça c'est un des trucs que je pense nos financeurs comprennent pas bien. Ils ont l'impression qu'en marquant interdisciplinaire sur un projet, tout va se mettre à être interdisciplinaire. L'interdisciplinarité, c'est un processus ultra lent, ça se construit, ça demande tout le monde. Tous ceux qui en font, ils disent ça met 10 ans à se développer, quoi. Donc, mais c'est un truc qui est vraiment ultra intéressant. Et voilà. Donc, moi, j'aimerais bien aller vers de l'interdisciplinarité, mais lentement, parce que c'est comme ça que ça marche, je pense. ok. Alors, peut-être que d'autres gens qui travaillent sur ces notions-là et qui écouteront le podcast te recontacteront et feront suite à ton appel. En tout cas, nous, on essayera de suivre ce que ça donne, ce projet habitabilité. Tu pourras peut-être venir nous en reparler, on ne sait pas, hein. Bah ouais, avec plaisir. Est-ce qu'il y a des questions du coup encore dans la chatroom? Alexa, Cléora, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, moi j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur l'interdisciplinarité. J'ai un peu exactement les mêmes problèmes que toi, donc ça fait vraiment écho. C'est dur de parler parfois entre différentes communautés, champs disciplinaires, etc. Quand on y arrive, c'est chouette. Ah, complètement, complètement. Mais effectivement, c'est pas simple. Mais c'est ça qui est cool aussi. Ok. Bon, on arrive du coup à la fin de l'émission et il me semble, Yves, que tu as ramené une citation. Ah ouais, tu m'as demandé une citation au début. Je suis pas très bon en citation.
Et en fait, je me souvenais d'une citation que j'avais mis dans mon intro de thèse qui semblerait être de Simone de Beauvoir, mais visiblement c'est pas très clair cette histoire, qui est une citation qui dit on ne peut pas toujours se balader au bord de la mer en posant au prix du poisson. Et en fait, je la trouve assez rigolote parce que je pense qu'il y a plein de manières de l'interpréter. Moi, ma manière de l'interpréter, c'est de dire que il y a des dizaines de centres d'intérêt dans la vie, quoi. C'est pas parce qu'on fait de la science qu'il faut pas aller regarder ailleurs. C'est pas parce qu'on fait une science qu'on peut pas aller regarder les autres sciences. Et donc, c'est pas parce qu'on se balade au bord de la mer qu'il faut forcément penser au prix du poisson. Il faut peut-être aussi penser aux montagnes en étant au bord de la mer. Je pense que le message aura de l'écho et de la répercussion. Chaque auditeur du podcast, c'est bien de faire plein de choses et de s'intéresser à plein de choses. On apprend toujours plus que en se focalisant sur quelque chose tout seul. Et ça fait aussi écho à ton appel sur l'interdisciplinarité, donc c'est très bien et je pense que c'est une super conclusion pour ce podcast. Merci beaucoup, Yves, d'avoir accepté de prendre ce temps pour nous parler. Et puis, voilà, on arrive malheureusement à la fin de cette émission qui était passionnante. Donc, grâce à Yves, ce soir, vous savez que pour trouver l'origine de l'eau sur Terre, il suffit parfois de regarder en l'air et que les météores nous réservent des réponses inattendues parfois. En tout cas, le ciel n'a pas forcément dû nous tomber sur la tête pour que l'eau apparaisse au tout début de la planète Terre. Et vous le saurez la prochaine fois en regardant votre robinet. Merci à tous d'être toujours aussi nombreux et nombreuses à nous écouter. On se retrouve la semaine prochaine sur Podcast Science et que servir la science soit votre joie.